Bon, alors c'est là qu'on met fin au suspense, Christophe. Tu dis le prénom, je dis le nom, ou on fait l'inverse? Parce que je sais que tu aimes bien le nom. Ça commence par A. Bon, alors c'est Agnès. Agnès. Et le nom, ça commence par? Par un P. Par un P. Voilà. Agnès Poulbeau. On peut applaudir très fort. Parce que... Venez. Alors juste... On l'a pas fait exprès, hein. Mais c'est Michelin encore. C'est encore Michelin, donc. Mais vous allez voir ce qu'elle a mis au point est particulièrement remarquable. Moi qui suis vraiment une buse en maths, franchement, là, je suis T'es impressionné. scotché. Tu vas mettre ta chaise un petit peu comme ça. Voilà. Je me fais un peu diriger, mais c'est pas grave. Voilà. J'ai l'habitude. J'ai l'impression d'être à la maison. Mais c'est pas moi, hein. À la maison, c'est pas moi. Alors en tout cas, juste une observation. Le jury vous a désigné à l'unanimité. Donc voilà, il n'y a pas eu photo. Ça a été unanime. Merci. On dit qu'il y avait dans le jury? Après, on dira votre job, hein, parce que peut-être qu'il y en a qui ne vous connaissent pas et qui s'interrogent. Donc, dans le jury, on a un jury de 30 journalistes qui sont dans le secteur automobile, presse éco, beaucoup, radio, télé. Et chaque année, donc, on invite nos 30 journalistes et en gros, on en a une petite moitié, puisque avec les agendas... Donc, c'est jamais le même jury. Hein, et c'est toujours la même liste de base. Donc cette année, on avait Daniel Aronson de l'AFP, Christophe Bourou de RTL qui est souvent là, Louis Dauvin de Kilomètre Édition, Ali Amami, journaliste indépendant, Alexandra Legendre, l'Automobile Magazine, Catherine Leroy, le Journal de l'Automobile, Jean-Rémy Maquia, Ouest France, Laurent Meillot, journaliste indépendant, Anya Nussbaum, Bloomberg, Pascal Pénec, Autoplus, Muriel Blancheton, The Pro, et j'ai oublié Nabil Bourassi de la Tribune. En plus, je crois qu'il est là. Il est là. Et donc, vous voyez que ce jury est très éclectique. Hein, il y a de tout. Et donc, on s'est mis d'accord sur vous. Merci beaucoup. Je suis très honorée. Alors, fin du suspense, on va vous présenter. Vous allez vous présenter. En fait, ce qui nous a séduit, c'est à la fois votre parcours et aussi votre invention. En fait, si je peux résumer, vous avez... Peut-être qu'on peut dire ça fonctionne, non? Mais oui, mais je dis qu'elle allait se présenter. On avait répété pourtant avec Florence, mais c'est pas grave. Finalement, vous avez réinventé la roue. Alors déjà, expliquez votre fonction chez Michelin et quelle est la découverte qui vous a fait connaître. Donc je suis concepteur de pneus poids lourds chez Michelin. Et l'invention qui m'a fait connaître, c'est une sculpture de pneus autorégénérante pour laquelle j'ai eu le prix de l'inventeur de l'année 2018. Alors, on se dit qu'un pneu comme ça, c'est très banal, mais finalement, pas tant que ça, puisque votre invention permet, alors après on va expliquer en quoi ça consiste vraiment, mais en gros, ça permet d'économiser énormément d'émissions de CO2. Exactement, c'était un projet qui consistait à faire des pneus qui consomment moins, parce qu'on ne le sait pas trop, mais un pneu poids lourd, ça contribue pour un quart à la consommation du camion. Et donc cette invention, c'est consistait à faire un pneu qui permet de gagner 1 litre tous les 100 km, tout en préservant l'adhérence. Le pneu, c'est un objet un peu complexe, même si ça ne paraît pas, et finalement, c'est un compromis entre toutes les performances. Là, c'est deux performances qui sont antinomiques, en fait, la consommation et l'adhérence sur sol mouillé. Et voilà, cette invention, elle permet de résoudre ce compromis. Alors en fait, plus un pneu est usé, plus efficient il est. Ça paraît paradoxal. Parce qu'en fait, plus il est usé, moins il a de gomme et moins il se déforme. Le pneu consomme parce qu'il se déforme. Parce qu'en fait, sur les dessins que vous voyez sur la sculpture, il y a des creux. Par contre, ces creux, ils sont indispensables pour adhérer sur sol mouillé. En Formule 1, dès qu'il pleut, ils enlèvent leur pneu lisse et ils mettent des rainures. Donc, le compromis à résoudre, c'est ça, avoir juste ce qu'il faut de creux pour l'adhérence et pas trop pour la consommation. Et l'idée, ça a été de mettre des creux cachés, en fait, qui apparaissent au fur et à mesure de l'usure dans la bande. Ils sont cachés dans la sculpture. Ils apparaissent au fur et à mesure de l'usure. C'est aussi bête que ça. Juste avant de... Oui, mais... Non, mais moi, j'ai eu 4 en maths au bac. Donc, voilà. Mais j'arrive à comprendre. Non, il y a un chiffre qui m'a frappé juste avant de venir sur votre parcours. C'est le chiffre que vous donnez. Si tous les poids lourds étaient équipés de ce système,
ça permettrait d'économiser ces 1 mois de CO2 de la consommation de la ville de Paris. Parce que c'est parlant en fait. Si on équipait tous les camions européens de cette invention, qui permet de gagner 1 litre tous les 100 km, en consommation de CO2, on économiserait 1 mois de la ville de Paris. Mais il n'y a plus de voitures à Paris, donc... Et comment vous avez eu cette idée ? Alors en fait, en visitant clientèle, c'est ce que monsieur a dit, c'est le client... C'était une invention précédente sur du matériau, on lui avait fourni des pneus qui devaient consommer moins. Et donc 1 mois après, je reviens pour qu'il montre qu'il est content. Et en fait, il avait fait le constat qu'il ne gagnait pas en consommation, parce qu'il avait remplacé des pneus usés par des pneus neufs. Et un pneu neuf ne peut jamais être meilleur en consommation qu'un pneu usé. Donc je me suis dit, il faut que j'arrive à faire un pneu qui soit usé tout le temps. Un neuf usé, quoi. Exactement. Donc qui s'auto-régénère. Je voulais faire de la recherche, ça c'était une conviction forte. Et à l'époque, c'était dans les années 90. Pour moi, les grands centres de recherche, c'était l'automobile ou l'aéronautique. Et donc, je voulais aussi être en province pour la vie de famille. Et finalement, c'est comme ça que j'ai atterri chez Michelin, avec aucun regret maintenant, 20 ans après. Vous avez démarré chez Michelin. Vous avez ciblé Michelin Alors, en fait, j'ai fait mon doctorat au CEA, donc dans l'imagerie médicale. Et j'étais un peu frustrée. Je voulais faire de la recherche appliquée. Je voulais vraiment avoir des clients qui utilisent mes innovations. Donc, je me suis dit que plutôt que la recherche publique, je voulais aller dans le privé. Et après, oui, j'ai atterri directement chez Michelin. Et ça a été passionnant tout de suite en fait. Au départ, j'ai fait des mathématiques appliquées pour simuler le comportement du pneu. Vous avez fait du design de pneus, non ? Ou j'ai mal lu votre CV ? Non, enfin, on appelle ça conception, mais c'est de la physique. Donc pendant 7 ans, j'ai fait des mathématiques pour simuler le pneu. Puis après, j'ai bien vu que le métier cœur, c'était l'innovation, elle était dans le pneumatique. Donc je suis passée en conception poids lourd. Et ça paraît bête, ça paraît un objet noir, rond, mais en fait, il y a toute la physique dedans. On fait de l'acoustique, on fait de la mécanique des fluides, de la thermique. C'est un objet qui regroupe tous les domaines de la physique. Et la conception de ce pneu a pris combien de temps ? Ça se chiffre en années. Oui, c'est un projet qui a pris à peu près 4 ans entre l'idée chez le client et la première vente en 2013. Mais c'est pas si long que ça. C'est pas long, 4 ans. Bah oui, une voiture, oui. C'est 4 ans. Et puis, un pneu poids lourd, ça fait 2 à 300 000 km. Donc, de toute façon, c'est 2 à 3 ans pour le tester. Et vous êtes fier aujourd'hui de vous dire, finalement, je contribue, c'est ma petite pierre à l'édifice des émissions de CO2 ? J'en suis très fière. Parce que ça faisait partie des contradictions que j'avais au début. J'ai fait une thèse en mathématiques appliquées sur de l'imagerie médicale. On a l'impression qu'on va soigner les gens. Et je m'étais dit... l'automobile, quand même, ça pollue. Donc, avoir travaillé pour l'environnement dans le monde de l'automobile, je suis très fière. Alors, il paraît que vous êtes une fan. Bravo, on peut l'applaudir. Il paraît que vous êtes une fan de... Alors, maman de 5 enfants, je crois, si j'ai bien... Oui, c'est exact. ça. Dis donc, t'as bossé ? Surtout... Non, mais ouais, j'ai regardé. Je suis un peu mon malin. Et surtout, vous êtes une fan de casse-tête. Alors, ça veut dire que quoi ? Vous pensez que le monde automobile est un véritable casse-tête, ou vous voulez l'appliquer ? C'est quoi qu'est-ce qui vous plaît dans ça ? Je trouve que les casse-têtes, c'est amusant à résoudre, et il se trouve que mes enfants, alors je pense que je les ai formatés, mais ça les amuse aussi beaucoup. Donc effectivement, c'est un loisir qu'on partage en famille. Après, tout problème physique est un casse-tête. Enfin, la recherche, c'est résoudre un casse-tête. En fait, on crée une invention quand on s'est trompé et qu'il faut résoudre le problème. On ne trouve jamais du premier coup. On parle pas de mentoring, on parle de mentoring. Moi, je passe mon temps à dire aux jeunes, mais trompez-vous, osez. Et puis après, c'est comme ça qu'on rebondit et qu'on trouve quelque chose de décalé. Donc c'est là que ça rejoint les casse-têtes. Alors, pour aller sur le sujet de la soirée, est-ce que dans votre division, alors vous êtes à Condé-Clermont, vous êtes dans le centre de recherche, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent avec vous, beaucoup de jeunes par exemple, que vous arrivez à attirer, parce que le pneu poids lourd, ça paraît pas sexy comme ça quand on en parle, mais est-ce que vous arrivez à attirer, est-ce qu'il y a des jeunes et des femmes qui souhaitent aller dans ce domaine ? Non, pas suffisamment, c'est clair. On est 21% de femmes au centre de recherche, et en conception poids lourd, je suis un peu toute seule. Donc c'est vrai que le pneu poids lourd... Mais par contre, j'espère... Faire un appel, là. Voilà. Mais oui, il faut qu'on attire plus. Mais enfin, moi, j'ai aucun souci à être femme dans cette entreprise. Je pense que le plafond, si tant est qu'il y en a un, il est effectivement d'amener les jeunes filles à faire des études scientifiques, les convaincre qu'il suffit d'oser. Je pense que oui, et que c'est des métiers passionnants. C'est plus dans la tête. Je pense que c'est dans la tête, dans la façon dont on les éduque. Mais pas dans l'entreprise. Dans l'entreprise, j'ai jamais... En fait, avant que je reçoive ce prix et qu'on me pose plein de questions sur les femmes dans le monde de l'automobile, je ne m'étais jamais posé la question. C'était même pas une question.
d'être une femme là-bas, et j'ai jamais vécu ça comme un frein quelconque. Alors que j'ai mes 5 enfants, que je travaille à temps partiel, et je pense que ça gêne rien. Mais quand on a préparé justement votre job, on l'a toujours pas dit, c'est expert conception poids lourd chez Michelin. C'est ça. Et des experts dans le monde Michelin, il y en a pas beaucoup. Non, des fellows, il n'y en a pas beaucoup. Donc Michelin, expert, c'est le job suprême dans la recherche et dans C'est ça. la C'est le management par l'expertise. C'est la personne. Moi, je suis l'expert en France parce qu'on a des centres de recherche aux États-Unis. Voilà, donc dans votre métier, il y a 3 experts dans le monde. Pour le pneu poids lourd, après, il y a des experts chez Michelin dans beaucoup d'autres domaines, oui. Le pneu poids lourd, juste une question, c'est combien chez Michelin pour donner une ordre d'idée par rapport au pneu tourisme qu'on connaît? Le pneu poids lourd, on connaît moins, ou le pneu sur les chantiers, ça représente une grosse part des ventes. Alors là, je ne saurais pas vous le dire en pourcentage. C'est une grosse part, voilà. Mais c'est une grosse part. C'est beaucoup, par beaucoup. exemple, on va vendre 6 millions de pneus poids lourds en Europe sur une année. Mais après, combien on en vend en tourisme? C'est des équipes de recherche, c'est une centaine de personnes en recherche et développement purement sur le pneu poids lourd chez Michelin en France. Donc autant après aux États-Unis et en Inde. Je voudrais revenir sur l'aspect culturel. Quand on a préparé, pour moi, le métier que vous faites, c'est savant. Et quand on en a parlé avec Christophe, on s'est dit, non, c'est une savante. Et moi, ça m'a fait penser aux femmes savantes. Du coup, je suis allée regarder, les femmes savantes, c'est des cruches, quoi, c'est des bécasses. Donc, il y a quand même quelque chose de culturel, quoi. Et je pense que le problème de la femme dans ces métiers, c'est qu'on ne peut pas féminiser ces postes et donc on ne s'y projette pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Les femmes savantes. Alors, je ne vais pas penser aux femmes savantes. Vous vous souvenez pas, là, c'est vraiment des... Après, il y a le malade imagine, il y a aussi des... Bien sûr. Non, mais parlons des savantes. mais c'est exactement ça, en fait. Je pense que c'est compliqué d'autres. Déjà, on encourage moins les petites filles à oser, globalement. Et en plus, effectivement, elles n'ont pas de modèle. Elles ne peuvent pas se représenter, se projeter dans ces métiers. Mais ça, je l'ai réalisé récemment. Mais je pense que la barrière, elle est là, dans les études, dans le fait qu'on n'arrive pas à se projeter. Elles ne peuvent pas se voir dans ces équipes-là. Il n'y a pas de femmes qui représentent ces métiers-là. Il n'y a même pas très peu de femmes connues. Enfin, quand on cite les grands inventeurs, même ma fille, elle me cite Einstein, elle me cite Léonard de Vinci. Et ma fille, je lui dis, il y a une femme, et elle trouve Marie Curie, et ça s'arrête là. Agnès Poulbeau. Non, mais si. Et Marie Curie, c'est parce qu'elle avait un mari, si ça se trouve, qu'on la connaît. C'est vrai qu'il y a on manque cruellement de modèles, là. Ça, c'est certain. Donc maintenant, votre fille, elle en a rajouté un nom à sa liste. Je pense qu'on peut peut-être prendre des questions dans la salle, si vous souhaitez lui poser des questions. Allez-y, n'hésitez pas. Il faut te donner le micro. Alors, j'avais une question déjà, c'était savoir si ce que vous avez inventé sur le poids lourd est transposable finalement aux véhicules qu'on utilise tous les jours aujourd'hui, chacun d'entre nous. Alors, pas directement, parce qu'en fait, vous avez une épaisseur de gomme qui est beaucoup plus faible sur les pneus de voiture. Il n'y a pas trop la place de mettre des couches de creux. Mais par rebond, le pneu récent Cross Climate, qui permet d'être un pneu toute saison, qu'a sorti Michelin pour les voitures de tourisme, oui, c'est un rebond de cette invention. Et du coup, une autre question qui est intéressante, c'est vous avez à peine fini ce projet-là, est-ce que vous en avez un nouveau et si oui, lequel? Alors, Non, vous pouvez parler, on est entre nous. Ouais, pas sans crainte. On ne vous écoute pas. J'ai toujours des nouveaux projets et c'est lié à l'évolution des véhicules en fait. C'est plus vers les voitures autonomes, les camions autonomes. Exactement, donc on travaille soit pour des pneus reconçus pour les camions électriques, ça veut dire des pneus qui portent plus de charge, ça veut dire des pneus qui vont s'user différemment, des pneus qui vont faire moins de bruit, on n'entend plus le moteur, donc on n'entend plus que le pneu. On travaille sur des pneus connectés, parce que dans le véhicule autonome, le pneu c'est le seul contact avec la route, il a plein d'informations à fournir au véhicule autonome pour sa sécurité. Il a plein d'informations à fournir sur son usage pour qu'on l'adapte à l'usage. Oui, il y a plein de projets. Parce que dans les flottes automobiles, le pneu connecté, c'est très très important pour savoir toutes les informations sur son usage, sur sa maintenance, le moment où il faut le changer. Pour des responsables de flotte qui ont des centaines de camions qui tournent, c'est extrêmement important de savoir où en est son pneu, quand est-ce qu'il va le changer, de position, le renouveler. Après, au niveau de l'adhérence, il a beaucoup d'informations. C'est lui qui est en contact avec le sol aussi. Il n'y a plus de questions? T'as plus de questions, toi? Non, mais je pensais
qu'il y a d'autres Ah questions. oui, tu veux plus de questions. Oui, non. Moi, il y avait quand même une question qui m'intéressait dans votre job. Vous êtes expert, mais vous n'avez pas d'équipe. Ou une immense équipe. J'ai pas d'équipe hiérarchiquement. hiérarchique, non. Donc, c'est enfin, tout le monde travaille selon vos directives, mais ils ne sont pas sous vos ordres. C'est ça. J'ai bien compris. Oui, tout le monde prend. En fait, c'est du management beaucoup plus axé sur le leadership, quand le manager hiérarchique s'occupe du développement des personnes ou de la réalisation du plan. Moi, c'est du management stratégique. C'est par mes compétences et mon leadership que je conseille effectivement l'ensemble des développeurs poids lourds en France. Mais Et c'est que des hommes? c'est que des hommes, mais ils m'ont jamais fait de remarques. Je pense que ça pose pas de problème. Mais parce que vous, en fait, vous avez jamais vu le problème, donc les autres le voient pas parce que vous le voyez pas, quoi. C'est ça. Puis je pense qu'il n'y en a jamais eu. Donc effectivement, dans la mesure où la passion pour les sciences m'a fait toujours oser plus loin, la question s'est pas posée en fait. C'est pour ça que je pense qu'il faut le dire aux femmes. Il suffit d'oser. Venez, c'est passionnant. Ou il suffit de se dire qu'il n'y a pas de problème, quoi. Exactement. Bravo. Je crois qu'on peut lui remettre le prix.